Donc nous revoilà avec Tria Orenda, naturopathe, pour parler des maladies du sucre, de bien manger, puisque nous voulons aussi vous sensibiliser sur notre manière en Guadeloupe de nous alimenter, mais en Guadeloupe comme ailleurs, hein. Alors j'ai une question. Est-ce que manger local pourrait permettre, en tout cas, Oui. de moins développer de diabète chez nous? Eh bien, la réponse est oui. Car souvent nos fécules, nos tubercules sont remplis de fibres. Et bon, je suis obligée de dévoiler le secret finalement. Enfin, ce n'est pas un secret, mais je pensais le dire après. La patate douce est l'amie du diabète. Et pourtant, la patate douce est sucrée. C'est bon à La savoir. patate douce permet à un effet hypoglycémiant qui fait descendre le taux de sucre. C'est incroyable, mais c'est vrai. Et en fait, les fécules que nous avons contiennent beaucoup de fibres. Et les fibres aident beaucoup à faire descendre le taux du sucre. Alors oui, on peut consommer local. Et justement, si on consommait beaucoup plus local, je pense qu'il y aurait moins de diabète. Alors, Mhm. je prends Tria au mot et je vais donc faire intervenir, ce que je n'ai pas nommé, le docteur Henri Joseph, Très bien. qui donc dans un extrait de son intervention au TEDx nous parle de l'index glycémique de nos tubercules. Super. Je me rappelle quand j'étais petit, alors je gambadais dans les savanes et je mangeais des fruits sauvages, des pommes surettes, des icaques, des cerises pays avec 1800 mg de vitamine C, des mangues avec 128 mg de vitamine C, des goyaves avec 900 mg de vitamine C. Et comme mes parents étaient pauvres, on ne pouvait pas acheter les pommes. Heureusement, il n'y avait que 30 mg de vitamine C. Et j'allais à l'école à pied. Et je faisais beaucoup de sport, ne serait-ce que pour monter dans les arbres. Et quand je revenais le midi, maman et papa me faisaient des bons petits plats. Des bons petits plats d'igname. Index glycémique 37. Mes parents me donnaient des patates douces. Index glycémique 40. Mes parents me donnaient des malangas. Index glycémique 55. Et là, je n'étais pas gros jusqu'à maintenant. Est-ce que je fais attention? Et pourquoi je ne grossissais pas? C'est tout simplement, non seulement je mangeais des aliments riches en des substances qu'on appelle des antioxydants, comme la vitamine C, qui protégeaient mes cellules, mais aussi je mangeais des aliments à index glycémique bas, c'est-à-dire que l'index glycémique, c'est la capacité que possède un aliment à donner son sucre au sang. Il y a des aliments qui donnent doucement le sucre au sang. Et quand le sucre arrive doucement dans le sang, vous n'avez pas d'hyperglycémie. Et si vous ne faites pas d'hyperglycémie, vous n'allez pas faire d'hyperinsulinémie, c'est-à-dire que votre corps ne va pas sécréter trop d'insuline. Et si votre corps ne sécrète pas trop d'insuline, vous n'allez pas devenir diabétique. Ensuite, comme vous ne sécrétez pas trop d'insuline, forcément, le peu de sucre que vous ingérez vous sert à vous déplacer, pallier à vos occupations. Donc, vous n'avez pas le temps de le stocker. Maintenant, c'est fini. Aujourd'hui, 80% des alimentations sont portées par des bateaux et des avions. Tout est à portée de main, au frigo. Donc, on n'a pas besoin de faire du sport. En plus, nos fruits sauvages, comme les mangues par exemple, qui pourrissent sous les roues de votre voiture, au bord des routes,
ne sont plus ramassés, c'est-à-dire les 128 mg de vitamine C qui vous permet d'être dans un pays de soleil. Parce que cette vitamine C est une substance protectrice. En plus, qu'est-ce qui se passe? C'est que ces aliments que vous importez, si vous les importez, ça ne doit pas se gâter. Et pour que ça ne puisse pas se gâter, vous êtes obligé de transformer ces aliments. Et en transformant un aliment, vous augmentez son index glycémique. Par exemple, je vous ai dit que le pollo, par exemple, a un index glycémique de 40, faible. Alors, le riz a un index glycémique de 78, élevé. Le pain blanc a un index glycémique de 80, élevé. La pomme de terre, les fruits ont un index glycémique de 88, élevé. Et quand un aliment a un index glycémique élevé, ça passe très vite dans le sang. Et quand un sucre passe très vite dans le sang, vous faites ce qu'on appelle des hyperglycémies. Et quand vous faites des hyperglycémies, vous devriez sécréter une hormone qui s'appelle l'insuline pour faire chuter le taux de sucre dans le sang. Mais pour le faire chuter, vous allez faire tomber ce sucre, mais le stocker dans le foie et dans le muscle. Mais la capacité de stockage du muscle et du foie sont limitées, comme le bac de votre voiture. Si c'est 52 €, ce n'est pas 53 €. Donc si vous continuez à appuyer donc, sous la pompe, vous allez faire déborder en fait votre bac. Et c'est ce qui se passe, c'est que quand vous mangez des sucres qui sont trop rapides, à ce moment-là, le bac foie et le bac SMIC débordent et le surplus est transformé en graisse et vous prenez du poids. Quand le sucre passe très rapidement dans le sang, vous fatiguez le pancréas. Et quand un pancréas est fatigué, vous ne sécrétez plus d'insuline, vous devenez diabétique. Diabète et obésité sont des facteurs de risque des maladies cardiovasculaires, c'est-à-dire la première cause de mortalité chez nous en Guadeloupe. Voilà, je crois que le docteur Joseph a bien résumé, la boucle est bouclée. C'est ça. Donc, on voit que donc, consommer local pourrait contribuer en fait Tout à fait. à réduire, consommer davantage local, pas consommer que local. Parce que je pense que voilà, nous sommes quand même dans une ère moderne, même si je pense que la modernité ne veut rien dire. Hein. On a toujours dit en 2021 comme si on avait commencé à vivre au début de l'humanité. Enfin, il y a des millions d'années. Nous sommes une société qui a à peine, même pas, je veux dire, nous sommes département français depuis 1946. Donc, on commence tout juste à être une société qui s'affirme, qui cherche les conditions de sa civilisation, entre guillemets. Donc, finalement, nous sommes assez jeunes et donc nous devons apprendre à valoriser un peu ce que nous sommes. Donc, le manger local... qui se perd, parce que quand je vois ma grand-mère, je vais voir deux choses, mais quand je vois ma grand-mère qui a 100 ans, qui mangeait des poyos, qui mange local, qui mange son tinin, morue, poyo, racine, toutes ces bonnes choses qu'on aime bien, la cuisine traditionnelle, et en très grande forme quand même pour son âge avancé. Donc, et on a beaucoup de centenaires d'ailleurs chez nous, il faut le savoir, on a beaucoup de centenaires en Guadeloupe. Donc, on doit se dire quand même que notre alimentation y est pour quelque chose. Forcément. Hein? Donc, on change de façon de vivre. On a parlé justement de la question culturelle, civilisationnelle, environnementale, génétique et la question émotionnelle. Donc, on va venir justement cette question émotionnelle. À part notre alimentation qui a tendance en fait à être extrêmement basée sur des produits exogènes, c'est-à-dire des produits qui viennent de l'extérieur, donc qui sont importés, qui sont pleins de conservateurs, etc., et qui donc ne sont pas extrêmement riches en nutriments, favorisent en fait toutes ces maladies du sucre, comme on les a appelées. Donc, Tria, oui. Tu disais donc que tu invites peut-être
tes patients, mais également toutes les personnes qui nous écoutent ce soir, à manger beaucoup plus local. D'ailleurs, si on est en France, ne mangez pas de patates. Mangez des pommes. Exactement. Voilà, il faut manger local, c'est-à-dire ce qu'il y a près de chez Autour vous. de vous, c'est ça. Donc, est-ce que tu peux nous parler de certains aliments, on a parlé de la patate douce, mais qui nous permettent d'agir en fait sur le diabète sur le directement. diabète. Alors, donc on a parlé de la patate douce, mais aussi on a le noni, qu'on appelle encore corosol à chien. Le noni, il a la capacité de réduire le taux de sucre dans le sang. Donc c'est super important. Et il est aussi bon pour d'autres choses. Il est défense immunitaire, il va soutenir les émonctoires. Enfin, le noni, c'est le top. Ensuite, quelque chose qu'on utilise régulièrement, c'est l'oignon et l'ail, qui sont des super antioxydants et qui, eux aussi, vont aider aux dégâts que peuvent provoquer le diabète. Nous avons aussi le pourpier. Donc le pourpier, il est partout. On le voit dans les canalisations, près de la maison, enfin partout où il y a de l'humidité. Donc c'est sûr qu'on n'a pas forcément envie de se dire « Tiens, je vais me faire une salade de pourpier ». Mais il faut savoir que le pourpier a aussi cet effet hypoglycémiant et il diminue la résistance à l'insuline. Donc ça veut dire qu'il aura un effet pour tous les diabètes, diabète de type 1, diabète de type 2 et aussi pour tous les autres, le reste des personnes qui ne sont pas diabétiques. Vous pouvez consommer des petites salades de pourpier. En plus, le pourpier, ça pousse assez facilement, donc vous pouvez aussi le planter. Même si vous avez un tout petit bout de jardin ou un petit pot, vous pouvez le planter. En salade, c'est très bon. Vous pouvez aussi faire dans du riz, très bon, comme le riz épinard, mais riz et pourpier. Ou alors tout simplement le mélanger avec une autre salade que vous avez et vous ne verrez pas du tout la différence. C'est super bon. On a le paroka. Alors le paroka, c'est encore un ami, un meilleur ami de nous Guadeloupéens en plus. Parce que le paroka va soutenir le foie. D'ailleurs, souvent, lorsque, je ne sais pas si vous avez entendu déjà, les personnes qui prennent des grosses cuites et tout ça, ou pas un petit thé à paroka, bon, moins pour on peut essayer nettoyer tout ça. Ça, c'est chez nous, on entend ça. Eh bien, le paroka, il imite l'insuline. Il ne limite pas l'insuline, il imite l'insuline. Il peut agir comme l'insuline. Donc, c'est vraiment, il est très fort, le paroka. En Inde et en Asie, bon, c'est à part, il a aussi des propriétés abortives. Donc, bon, on fait attention quand même. Pour les femmes enceintes, par exemple, n'allez pas boire un thé de paroka en disant que c'est Tria qui vous a dit de faire ça. Alors, on a aussi le neem, qui est également connu en Inde pour ses propriétés hypoglycémiantes. Et c'est une petite feuille. C'est une petite feuille. On trouve, ce sont des grands arbres et ce sont des petites feuilles dentelées. De toute façon, si vous cherchez Nîmes, vous allez trouver. Et une autre plante qu'on connaît bien aussi et qu'on retrouve partout, parce que c'est vraiment une herbe sauvage qui traîne un peu partout, c'est les graines en bas-feuilles. Les graines en bas-feuilles ont des petites feuilles comme ça, avec des petites graines en dessous. C'est ça sa particularité. Les graines en bas-feuilles, c'est l'ami des diabétiques. Tous les diabétiques devraient avoir un petit pot de graines en bas-feuille pour se faire des infusions de temps en temps. Donc voilà les petites plantes et les petites recettes secrètes que vous pouvez consommer pour aller mieux, continuer à cultiver la santé. Voilà, en tout cas on peut faire reculer le diabète. C'est ça. Voilà. On peut faire reculer, le prévenir aussi, parce qu'on est dans une société où le diabète il est bien présent. Donc les jeunes, les moins jeunes, consommer local, manger équilibré pour prévenir le diabète. Parce qu'une fois qu'il est là, après, il faudra faire tout un autre processus, autant l'éviter. Alors, quand on dit manger local, il faut manger les racines, manger les fruits, comme il disait, toutes ces mangues-là qui pourrissent au bord des routes, les abricots pays, enfin tout ce qu'on a. On a un très bon sucre, parce qu'il faut dire qu'il y a le mauvais sucre et il y a le bon sucre, comme il y a le bon et le mauvais cholestérol. Donc il y a les bonnes et les mauvaises pratiques. On peut manger de tout, sauf que l'excès nuit. Voilà, l'excès en tout nuit. Même manger trop de légumes, trop de racines, ça peut aussi vous nuire. Donc en gros, c'est trouver un équilibre en fait dans tout ça. On peut manger au McDo, on peut manger des fast-food de temps en temps. On ne peut pas en faire un régime alimentaire, n'est-ce pas? C'est sûr. Mais alors, dans cette question du diabète ou même de l'alcoolisme, on sait qu'il y a une question émotionnelle.
On a parlé de la question génétique, c'est-à-dire comment chaque personne est constituée. En tant que femme, par exemple, nous avons une plus forte propension à être alcoolique ou à être addict, puisque nous avons beaucoup plus de graisse que les hommes. C'est ça. Enfin, en tout cas, en général. Nous avons tendance à métaboliser la graisse plus facilement. Elle se facilement. stocke plus facilement dans notre corps. C'est pour ça qu'on a plus de cellulite. Alors que les hommes, ils sont peut-être comme ça, mais ils n'ont pas une petite cellulite. Et nous, on est peut-être un peu plus petite, mais là, on aura quand même le petit gras du ventre, la petite cellulite, etc. Exactement. Donc, on fait plus facilement des réserves. Ben oui. Donc, on stocke justement toutes ces cellules qui peuvent être nocives pour nous, l'alcool, C'est ça. le sucre, etc. Exactement. Donc, ce qui serait intéressant maintenant, c'est qu'on puisse parler, ce sera notre dernière question, mais qui est très importante, c'est la question justement émotionnelle et de l'épigénétique. L'épigénétique, donc, c'est ce nouveau domaine de recherche sur lequel les chercheurs, les scientifiques se penchent, sociologues, anthropologues, ethnologues, mais également psychologues, etc., qui vont donc s'intéresser à la transmission des traumatismes. En fait, le traumatisme va donc s'inscrire dans les gènes. Donc on en parle notamment quand on parle de la Shoah, et on en parle aussi par rapport à l'esclavage, notamment aux États-Unis, où beaucoup de recherches ont pas mal avancé sur la question. Et donc sur la question du diabète, on peut justement faire une corrélation, un lien avec la question de l'épigénétique. Tout à fait. Alors, j'aurais 2 choses à vous dire sur ça. La première, c'est qu'en Inde, tellement c'est puissant, en Inde, il y a des couples qui pratiquent le panchakarma. Donc le panchakarma, c'est une cure ayurvédique qui va permettre de nettoyer les parents, parce que selon leurs croyances, et selon leur science aussi, si les parents eux-mêmes ont subi des disputes et des violences de la part de leurs parents, l'empreinte psychologique peut être tellement forte qu'elle va déborder dans la biologie de l'enfant. Non pas comme un poids génétique, mais pour l'aider, le protéger face au danger. La guérison de l'enfant a plus de chances de se faire s'il y a une prise de conscience de la part des 2 parents. Donc là, on voit bien qu'à l'intérieur même, les parents vont se nettoyer, vont essayer de faire des prises de conscience. Donc on parle bien de l'émotion qui va se transférer dans l'ADN. Donc les parents vont faire un nettoyage en profondeur qui vont donner plus de chance à l'enfant de vivre sa propre vie finalement, de vivre sa propre incarnation. La deuxième chose, c'est une approche qui est différente. Je vais vous lire une petite histoire. Alors, c'est une histoire qui est racontée par Gérard Attias lors d'un de ses séminaires. Gérard Attias est un médecin. Un homme ayant la passion de l'alpinisme part seul escalader une falaise. Tout se passe bien jusqu'à ce qu'il dérape et se rattrape de justesse. Il se retrouve alors bloqué, debout contre la falaise, sans être attaché et en équilibre sur un pied. Sa seule surface de contact avec la falaise pour poser ses pieds est à peine plus large que la taille d'un paquet de cigarettes, donc vous imaginez. Il restera ainsi agrippé à la falaise, en équilibre sur une jambe, dans une tension musculaire maximale, pendant plusieurs heures avant que les secours ne viennent le chercher. À quoi cet homme doit-il sa survie ? À sa capacité de résister musculairement pour ne pas lâcher, c'est sûr. Le moindre relâchement musculaire lui aurait été fatal. Son corps va donc, par l'intermédiaire des sécrétions hormonales, glucagon et cortisone, donner l'ordre de libérer sans cesse du glucose dans le sang pour que ses muscles soient toujours alimentés et puissent résister. Il faut tenir le coup. C'est ainsi qu'il programme le diabète de sa future fille. En effet, son cerveau biologique inconscient enregistre le programme suivant. Pour survivre, il faut résister. D'un point de vue biologique, le programme qui est transmis à sa fille sera « Il faut conserver un taux de sucre dans le sang toujours suffisant pour faire face à une situation dangereuse susceptible de se produire n'importe quand. » Donc ça, c'est très puissant. Parce que vous imaginez tout ce qu'on a vécu à travers nos ancêtres, et même, tu parlais de la Shoah tout à l'heure, donc qu'est-ce qui a pu être enregistré en nous, puisque nous sommes ses descendants, qui a développé chez pas mal de femmes ce diabète? C'est une très bonne question. Un programme biologique de survie se transmet
à la descendance pour la rendre plus à même de s'adapter. Ce programme de résistance va devenir celui de sa fille qui naîtra quelques mois plus tard avec un diabète insulinodépendant, c'est-à-dire porteuse du programme génétique du diabète. Ce qui a permis au père de survivre va devenir un programme inconscient chez sa fille qui se traduira par un symptôme. Ce symptôme, l'hyperglycémie, qui a été la solution de survie de son père dans un contexte précis, va passer à travers les gènes. C'est juste incroyable. Donc, voilà ces deux petites histoires enfin ces deux approches que je vous ai proposées. Tout ça pour dire que la sphère émotionnelle est très importante dans le diabète et que ce sont les prises de conscience qui permettent de se libérer aussi de toutes les maladies. De toute façon, la maladie est le mal à dire. Donc, au niveau des émotions, il faut vraiment aller chercher, peut-être chez la grand-mère ou dans notre histoire, qu'est-ce qui s'est joué, quelles émotions qui ont été stockées et que je revis aujourd'hui dans ma vie. Voilà. Oui, c'est une information très intéressante. D'ailleurs, je voulais souligner, oui. J'avais fait mes petites recherches de mon côté, je disais, Françoise Héritier, qui est donc une anthropologue très connue, s'interrogeait donc sur l'éventuel lien qui pourrait exister entre les habitudes alimentaires des hommes et des femmes, résultant de ce qu'elle appelle une valence différentielle des sexes, c'est-à-dire comment finalement certaines pathologies vont s'exprimer plus chez les hommes, plus chez les femmes. Et sur la manière dont les hommes et les femmes sont touchés par cette maladie. La répartition sexuelle des tâches, donc à laquelle nous sommes accoutumés, mais qui ne découle d'aucun impératif naturel, se prolongerait dans le fait que les hommes sont plus enclins à devenir diabétiques que les femmes. Et là, elle parlait du cas des Français. D'accord, ok. Cet article évoque également la perception à travers les âges de la distinction aujourd'hui classique entre un diabète de type 1 insulinodépendant et un diabète de type 2 non insulinodépendant, en rappelant que jusqu'en 85, le second était considéré comme une punition. L'individu se voyait reprocher son appétence pour le sucré alors même que les études en la matière montraient que cette forme de la maladie combine tout à la fois des facteurs génétiques et culturels. Donc, ce qui est intéressant dans ce petit extrait, c'est que on voit que le diabète a une prévalence plus importante chez les hommes en France, en tout cas à l'époque. Ce qui montre, moi je fais un peu un parallèle, c'est-à-dire je sors ma casquette de sociologue, mais je m'interroge en fait sur comment finalement chez nous ce sont les femmes qui sont plus concernées, là-bas ce sont les hommes. Est-ce que c'est lié justement à cet aspect émotionnel où les chefs de famille sont bien souvent les femmes chez nous, en tout cas dans le schéma matrifocal, comme on sait la femme potomitan, le père démissionnaire ou démissionné, comme j'aime bien dire. Et donc, comment finalement il faudrait aussi peut-être s'interroger sur comment notre façon d'interagir dans la famille, dans le couple, dans nos couples, ou si on en a plusieurs, je ne sais pas, va affecter notre santé et notamment les questions de diabète, de dépendance, d'addiction ou d'addiction au sucre. Voilà. Donc, est-ce qu'on a un petit mot? Alors, moi, je vous invite à aller sur la page de Tria Orenda, que je remercie de s'être déplacée aujourd'hui pour parler de ce sujet fort passionnant. J'espère que vous aurez appris énormément de choses, que vous allez prendre plus de précautions, que peut-être vous allez vous sonder davantage pour comprendre si vous êtes diabétique et si vous avez des parents qui le sont. Vous interroger sur votre histoire familiale également. Je pense que c'est important. Très important. Allez voir votre diabétologue, comme on disait, on n'est pas contre les diabétologues, d'ailleurs ils sont intervenus ce soir, les addictologues, on remercie les médecins justement et les scientifiques qui ont participé ce soir, le docteur Vaneva Chingan-Martineau, le docteur Laurent Fabricator et le docteur Henri Joseph pour leurs interventions extrêmement édifiantes. Tria Orenda qui est naturopathe, donc elle est sur Instagram, elle est sur Facebook. Oui, tout à fait. Également. Donc, si vous voulez la contacter, elle a d'ailleurs un concept très intéressant dont on parlera bientôt, d'accord, qui s'appelle l'arbre à palabres. L'arbre à palabres. On en dira plus bientôt. Et donc, voilà, on a fait le tour des maladies du sucre. Faites attention à votre consommation de sucre. Tournez-vous vers les sucres naturels locaux. Et on remercie nos sponsors et on se dit à bientôt. À bientôt.
Importante en Guadeloupe qu'en métropole. Donc ce sont des usages qui sont sensibles, probablement différents en termes de quantité d'alcool et qui ont des conséquences plus sévères en Guadeloupe. Quand les personnes consomment, probablement qu'elles ont des usages qui sont plus sévères on va dire globalement, que les usages en métropole. Et est-ce qu'on peut lier ça aussi à ce qu'on consomme des alcools plus forts? Parce que je pense que les gens consomment plus de rhum, peut-être en Guadeloupe. Alors, on n'a pas de données là-dessus à ma connaissance, mais il est probable que ça soit effectivement en lien avec le type d'alcool consommé et bien sûr la quantité consommée. Oui, même si on ne peut pas le dire de façon rigoureuse parce qu'on n'a pas de données vraiment là-dessus à ma connaissance, mais oui, c'est probablement lié. C'est probablement lié au fait que les gens consomment du rhum et que le rhum est bon marché ici, alors qu'en métropole, c'est le vin qui est bon marché. Alors, est-ce que tu peux réagir, Tria, sur ce qu'on a entendu? Alors, il faut savoir que le sucre représente un potentiel addictif aussi important que les drogues comme la cocaïne ou bien l'héroïne. Oui, et l'alcool, enfin. Le niveau, en fait, au niveau du cerveau, le sucre et l'alcool activent la même zone, c'est la zone de récompense. Donc, lorsqu'on était petit, on sait tous que dans toutes les cultures à travers le monde, c'est la petite récompense, c'est le sucre. Partout dans le monde, on donne aux enfants du sucre pour les récompenser, ou même lorsqu'on ne se sent pas très bien, on va directement vers le sucre. Aux États-Unis, donc Clinical Experimental Research, donc ils ont fait une étude aux États-Unis qui confirme la relation évoquée entre le sucré et les troubles liés à l'alcool. Quelqu'un qui a déjà la zone de son cerveau, la zone de récompense qui est active par le sucre, aura tendance à devenir alcoolique plus facilement que quelqu'un qui n'a pas cette zone activée. Notamment, ils ont fait une expérience auprès de 16 volontaires sains âgés en moyenne de 26 ans. Ces personnes ont passé des tests de goût portant sur une gamme de concentration en sucre. Ensuite, ils ont été interrogés sur leur consommation d'alcool. Et enfin, ils ont observé par IRM l'activité cérébrale. Et ils ont constaté que différentes zones que la zone qui était la plus touchée était la zone de la récompense. Ils montrent aussi que l'eau sucrée active non seulement des circuits du goût, puisqu'ils ont fait avec de l'eau sucrée, ils n'ont pas fait avec de l'alcool, ils n'ont pas réalisé l'expérience avec de l'alcool. Ils ont montré que l'eau sucrée active non seulement les circuits du goût, mais aussi des éléments clés du système de récompense du cerveau, dont le striatum ventral, l'amygdale et certaines parties du cortex orbitofrontal. Donc, j'ai envie de dire que l'alcool et le sucre sont vraiment liés. Et notamment ici, on a déjà une population qui a une tendance à aimer le sucre. Donc, l'alcool, c'est pas l'arroseur arrosé, mais c'est un système de vase communicant, en fait. Ouais. C'est ça. Donc, voilà. On va écouter tout de suite donc, le docteur Fabricator, donc deuxième interview, qui va totalement dans ce sens et qui nous parle de son expérience en tant qu'addictologue au niveau des addictions à l'alcool et au sucre. Très bien. Alors, quelle place est-ce qu'on peut donner au sucre en termes d'addiction? Alors, ça, c'est une question un peu compliquée, parce que, en fait, pour parler, si vous voulez, il y a deux aspects quand on parle d'addiction. Il y a ce qu'on voit
en pratique, dans la clinique, au quotidien. Et puis, il y a ce qui est reconnu par la science. En fait, l'addiction au sucre, comme toutes les addictions alimentaires, elle n'existe pas officiellement, elle n'est pas reconnue officiellement comme une addiction, on va dire, au même titre que l'addiction à l'héroïne, à l'alcool, au cannabis, au tabac, à la cocaïne, etc. Les référentiels de manuels de maladies mentales, maladies psychiatriques, en fait, les addictions alimentaires ne sont pas encore reconnues. Mais il y a il y a des études et des gens qui travaillent là-dessus, qui cherchent à comprendre si quand les gens n'arrivent plus à contrôler leur alimentation, qu'ils savent qu'ils doivent arrêter de consommer certaines substances, certains aliments, mais qui continuent à consommer les aliments quand même, quand ils sentent qu'ils ont des envies très fortes de consommer certains aliments, ça, ce sont des symptômes cliniques d'une addiction. Mais il n'y a pas encore, on va dire, suffisamment de données pour reconnaître officiellement les addictions alimentaires comme étant des troubles addictifs. Voilà. Alors, ça va venir probablement, c'est venu avec le jeu. La première addiction sans substance qui a été reconnue comme une vraie addiction comme les autres, entre guillemets, c'est le jeu d'argent. Les jeux d'argent et de hasard, donc c'est reconnu officiellement comme une addiction, et c'est après avoir recueilli suffisamment de données sur plein de niveaux différents que cette addiction a été reconnue. Mais c'est pas encore le cas pour les addictions alimentaires. Donc ça, c'est pour l'aspect, on va dire, officiel. En ce qui concerne la pratique clinique, quand on reçoit des patients qui souffrent d'addiction, en fait, on constate que, entre guillemets, comme par hasard, quand certaines personnes ont des addictions à l'alcool, des troubles de l'usage de l'alcool, ou d'autres addictions, eh bien, quand on les interroge, on retrouve parfois qu'effectivement, qu'ils ont des comportements par rapport à l'alimentation qui ressemblent à des comportements addictifs. Et donc, du point de vue de l'addictologie, les choses sont très très proches. Voilà. Alors, souvent le sucre est incriminé, effectivement, mais il n'y a pas que le sucre. Mais ce sont souvent des aliments sucrés qui sont incriminés, effectivement, quand il y a une perte de contrôle sur la consommation. D'accord. Et en pratique aussi, on voit souvent des personnes qui avaient, par exemple, une addiction à l'alcool, qui arrêtent de consommer de l'alcool et qui consomment énormément de boissons sucrées ou énormément d'aliments sucrés. Parfois c'est les deux. Parfois, ils ont une addiction à l'alcool et ils ont une addiction au sucre. En même temps, parfois, c'est après. Ils arrêtent l'alcool et là, ils consomment énormément de boissons sucrées. Ça a été décrit aussi beaucoup pour tous les gens qui ont travaillé avec les toxicomanes. Chez les toxicomanes qui sont abstinents, en fait, il y en a une très grande partie qui consomment beaucoup de sucre, qui peuvent mettre jusqu'à 10 sucres dans un café et qui consomment beaucoup d'aliments sucrés par ailleurs. Alors, Tria, Oui. on réagit, qu'est-ce que tu peux dire? Déjà, ça confirme ce que je disais. Il disait que les personnes qui consomment qui sont anciens alcooliques ont tendance à consommer beaucoup de sucre. Ça montre que c'est la même zone de récompense qui est activée dans le cerveau et c'est pour ça que toutes les personnes qui sont soit alcooliques consomment beaucoup de sucre avec. Et la consommation de sucre plus la consommation d'alcool, ça va souvent vers un petit diabète qui se profile. Et on va venir justement parler de ce diabète tout à l'heure, mais j'avais envie, justement, en réaction aux chiffres qu'on a vus, aux statistiques, quand on parle justement de la question du genre, on voit que les femmes sont beaucoup plus concernées. Alors, je me dis, cette addiction au sucre, l'addiction à l'alcool, parce qu'on sait que les femmes sont plus facilement addictes à l'alcool,
Également, par rapport à notre constitution, puisque nous avons plus de graisse, si on peut dire, où on stocke justement cet alcool. Voilà, mais est-ce qu'on peut, et on va venir aussi cette question émotionnelle un peu plus tard, mais est-ce qu'on pourrait dire que nous avons cette forte propension aux addictions, au sucre, à l'alcool, et ensuite aller vers le diabète ou l'obésité, peut-être pour des questions émotionnelles. Tout à fait. J'ai envie de dire que dans notre société, enfin guadeloupéenne en tout cas, on va déjà rester à cette échelle, nous avons nos femmes, nos femmes jouent un rôle très important dans les familles. Et c'est elles le plus souvent qui sont au fourneau, c'est elles qui aussi gèrent tout ce qui est émotionnel, même si ce n'est pas une généralité. On parle de la charge mentale d'ailleurs. Voilà, c'est ça. Donc, je continue, c'est bon ? Donc, il faudrait peut-être se demander aujourd'hui qu'est-ce que le sucre représente dans nos vies, nous en tant que femmes, et regarder cette approche transgénérationnelle, épigénétique, où à travers nos mémoires, on revit des situations, des situations même physiques dans nos habitudes alimentaires qui nous mènent à ce diabète ou des maladies ou des symptômes. Alors, est-ce que Oui. dans ta pratique, Oui. en tant que naturopathe, tu rencontres beaucoup de femmes diabétiques, ou en tout cas qui consomment beaucoup de sucre, même si elles ne sont pas diabétiques? Alors, il est vrai que, bon, le plus souvent qu'on va voir un naturopathe, soit on est déjà sur la voie on a déjà compris certaines choses, soit on vient faire de la prévention. Donc, je n'ai pas beaucoup de femmes diabétiques en clientèle, mais autour de moi, j'ai pas mal de femmes diabétiques. Et il y a deux types de personnes diabétiques. Il y a les personnes qui considèrent que le diabète leur appartient. Donc, ils disent mon diabète. Et il y a un autre type de personnes qui considèrent que le diabète, d'ailleurs, le diabète vient du grec diabété, qui signifie qui traverse. Donc, le diabète est censé nous traverser pour qu'on puisse reprendre de nouvelles habitudes alimentaires en réalité. Le diabète n'est pas forcément là pour rester. Mais, et c'est pour ça qu'il y a deux types de résultats aussi. Donc, il y a des personnes qui vont prendre des médicaments à vie et il y a des personnes qui arrivent à se délecter des médicaments juste en reprenant une bonne hygiène alimentaire. C'est magique. Voilà. Oui, c'est-à-dire prendre de nouvelles habitudes. Alors, parlons du diabète, on revient donc sur les solutions. On va écouter d'abord le docteur Chingan-Martineau, Vaneva Chingan-Martineau, qui est donc diabétologue et qui va nous parler du diabète de type 2 et du pied diabétique. Alors, le diabète de type 2, qui représente 90% des diabètes, est une véritable pandémie qui touche tous les pays du monde. On sait que le diabète va augmenter avec l'âge et qu'en 2045, on prévoit que plus de 700 millions d'habitants dans le monde auront un diabète de type 2. En France, actuellement, 5% de la population présente un diabète de type 2 et en Guadeloupe, on estime que cette prévalence est le double de celle de la France métropolitaine, en sachant que dans cette prévalence est comptabilisé uniquement les patients diabétiques traités, mais ne tient pas compte des patients qui sont juste sous règles hygiéno-diététiques, ni même les patients, comme ils sont nombreux, qui ne sont pas encore diagnostiqués, mais qui sont diabétiques de type 2. Donc le diabète de type 2 est une maladie insidieuse, c'est-à-dire que c'est une maladie qui fait pas mal. Pourtant, c'est une maladie qui a de nombreuses conséquences. Au niveau donc notamment des yeux, on peut devenir aveugle à cause du diabète. Au niveau des reins, on peut être dialysé ou transplanté rénal à cause du diabète. Au niveau des nerfs, ça entraîne des neuropathies qui peuvent être très douloureuses, pour le coup, les douleurs neuropathiques, mais aussi des complications macrovasculaires que sont donc des infarctus, des AVC ou des artériopathies, c'est-à-dire lorsque la circulation ne passe plus au niveau des jambes. Alors pourquoi le pied diabétique? Le pied diabétique est une des complications les plus graves du diabète, mais également une des complications extrêmement fréquentes. On estime en effet qu'un patient diabétique sur 4 va présenter une ulcération du pied diabétique.
en sachant que toutes les 30 secondes, quelqu'un perd sa jambe quelque part dans le monde à cause du diabète. En fait, le pied diabétique, c'est aussi parce que au départ, ça part de la neuropathie, qui est donc l'atteinte des nerfs. Et les premiers nerfs touchés sont les nerfs les plus longs, qui sont donc les nerfs qui partent du cerveau et qui arrivent au bout des orteils. Et effectivement, chez le diabétique, la neuropathie, donc l'atteinte des nerfs, elle est triple. Elle est à la fois sensitive, où le patient va moins sentir les blessures, les piqûres sous le pied. Elle est végétative, où le pied du diabétique va être plus sec et responsable de crevasses. Et elle est aussi motrice à terme, où il y a une rétraction tendineuse avec une déformation du pied et des orteils en gras. On reconnaît une ulcération du pied diabétique comme une ulcération donc, qui est en général circulaire, qui se trouve sous le pied du diabétique. En général, on regarde des zones d'appui. Donc souvent, ça peut être sur le premier orteil, sur le 5e orteil et également aussi sur le talon. Du fait de cette absence de douleur, il n'est pas rare que le patient lui-même ne se rende pas compte qu'il a une ulcération du pied diabétique. Et donc, cette ulcération est découverte souvent par l'entourage ou par l'infirmière lorsqu'elle passe faire d'autres choses. Il faut savoir que le pied diabétique, c'est l'ensemble des troubles trophiques qui vont donc toucher le pied et la cheville d'un patient diabétique. La prise en charge d'une plaie du pied diabétique est extrêmement codifiée maintenant. Elle nécessite une multidisciplinarité qui se fait au sein d'une structure spécialisée. Toute plaie du pied diabétique doit être adressée à un centre de référence dans les 48 heures lors de sa découverte. En fonction donc des données qu'on a, et plus les données sont bien précisées, on détermine le degré d'urgence pour recevoir le patient, mais en général, le patient est reçu dans les 48 à 72 heures dans l'unité. La prise en charge repose sur une triade qui comprend d'abord bien sûr des soins locaux. Il faut donc retirer la fibrine, il faut mettre le bon pansement qui soit adapté à la phase de cicatrisation, mais également l'équilibre glycémique. C'est une partie extrêmement importante parce qu'on ne pourra pas cicatriser si le patient n'est pas bien équilibré sur le plan de son diabète. Enfin, une des parties les plus importantes, c'est la mise en place d'une décharge. Donc comme on l'a dit au départ, en fait, le patient diabétique, il ne sent pas sa plaie, donc il peut allègrement marcher dessus. Sauf que lorsqu'on marche sur une plaie, on écrase cette plaie et on entrave la cicatrisation. Donc c'est extrêmement important qu'on mette en place un système de décharge. Et il existe plusieurs types de décharge que le centre de référence va mettre en place et qui va adapter à l'activité du patient, à la plaie, à l'emplacement de cette plaie et en fonction donc effectivement de l'évolution de la plaie actuelle. Voilà, donc c'était le docteur Vanessa Chingan-Martineau, qu'on remercie de nous avoir envoyé ces vidéos, parce que ce sont des médecins très occupés au CHU, mais qui nous a gratifié de ses commentaires, qui tenaient à parler du pied diabétique, en sachant que c'est une affection extrêmement répandue en Guadeloupe. Donc on parlait du pied diabétique, on parlait du diabète. Est-ce que tu peux nous parler du diabète de type 3 ? Parce que moi, ça, je ne l'ai pas trouvé. Le diabète de type 3, quels seraient ces... Alors, en fait, encore des études qui ont montré que le sucre, en fait, aurait justement des capacités dégénératives sur la mémoire, sur la zone de la mémoire. Donc, il est montré, en fait, que... Et pourquoi il parle du diabète de type 3 ? Pourquoi ? J'y viens. Car les personnes qui sont diabétiques, pas forcément, mais souvent tendent vers la maladie d'Alzheimer. Donc, c'est pour ça qu'ils appellent la maladie d'Alzheimer le diabète de type 3, qui va altérer les fonctions cognitives. Et voilà, c'est ça le diabète de type 3. Mais c'est encore en recherche. Ils sont en train de le nommer, ils sont en train de faire des recherches dessus, mais ça s'avère être juste. Et ils ont montré que 50% des personnes diabétiques, en tout cas, tendent vers la maladie d'Alzheimer et ont vraiment ces fonctions cognitives, la zone de la mémoire dans le cerveau est touchée. Voilà. Donc c'est intéressant parce qu'en Guadeloupe, on a aussi une forte prévalence de la maladie d'Alzheimer. Donc, on pourrait faire des liens. Exactement, on pourrait faire des liens. Alors, revenons à la naturopathie, on parlait de prophylaxie ou est-ce que c'est une approche prophylactique ou curative ? Donc, tu nous parlais, Tria,
de ta clientèle, de ta Oui. patientèle. Est-ce que finalement, donc ces personnes diabétiques, comment est-ce que tu abordes justement le soin du diabète ou la prévention du diabète? Alors, je dirais que prophylactique, oui, curative aussi, mais ça va dépendre de la propre volonté de la personne. Prophylactique, pour ceux qui ne comprennent pas, c'est de la prévention. Et beaucoup de prévention. Moi, j'agis beaucoup dans la prévention parce que moi, je suis anti-régime. J'ai horreur de ça. Mais je pense que on peut reprendre, même si la personne arrive et me dit, voilà, je suis diabétique, j'en ai déjà rencontré pas mal qui arrivent, ah, je suis diabétique, je ne sais pas comment faire, là, on va bientôt me piquer. Donc, tout de suite, ils imaginent déjà l'insuline, ils imaginent déjà pas mal de choses. Je les rassure tout de suite et je leur dis qu'ils sont maîtres de leur santé, de leur énergie vitale et de leur pensée aussi. Car c'est souvent des réactions émotionnelles, de l'inquiétude, des chagrins ou des pertes de pouvoir dans sa vie par des événements dramatiques qui amènent aussi au diabète. Ce n'est pas juste par l'alimentation ou par la dysfonction du pancréas que la personne va devenir diabétique. Ça peut être aussi un fort choc émotionnel qu'elle va recevoir. Donc, toute personne qui vient me voir, je leur invite à travailler sur, premièrement, l'alimentation, donc amener beaucoup de légumes verts, des fibres. D'ailleurs, après, je vais vous donner quelques plantes magiques et quelques petites choses à manger qui peuvent faire descendre la glycémie. Et vous serez surpris. Donc, travailler sur l'alimentation, travailler aussi sur l'exercice physique, remettre les choses en circulation dans le corps. C'est très important, même si on ne va pas faire des heures de sport, mais au moins, même si c'est danser. Pour les femmes qui disent, ah, mais moi, on a de problème, on a mal au bras, moi, on ne peut pas faire sport. On peut faire un petit zumba, on peut danser à casa. Et tout ça, ça permet de remettre les fluides en circulation et d'apporter une meilleure santé. Curative, parce que j'ai déjà rencontré des personnes qui sont arrivées devant moi, qui me disent, oui, je suis diabétique, voilà, on m'a donné tel traitement. Bien sûr, je ne vais pas leur dire d'arrêter leur traitement. Hein. Les naturopathes et les médecins sont complémentaires. Mais par contre, avec l'alimentation, je vais peut-être leur proposer justement de l'alimentation, les compléments alimentaires aussi, parce que le chrome, par exemple, réactive les fonctions du pancréas et permet au pancréas de refabriquer de l'insuline. Au lieu d'apporter de l'insuline directement, le chrome va permettre de remettre en fonction le pancréas. Donc, on peut aider comme ça par des oligo-éléments, tout simplement, puisque c'est un oligo-élément. Et j'ai vu des personnes c'est pas qu'elles n'étaient plus diabétiques, mais elles ne l'ont pas pris personnellement, cette maladie. Et elles arrivent à dépasser tout ça, à avoir une vie normale, mais bien sûr en suivant un régime alimentaire adapté, personnalisé à eux-mêmes. Ils se sont écoutés, ils ont écouté leur corps, ils ont cultivé aussi des pensées de sécurité, parce que c'est souvent le sentiment aussi d'insécurité qui peut amener au diabète, la perte de contrôle, l'inquiétude, le doute, le chagrin. Et ces personnes retrouvent la bonne santé et sont dans cette marche de bonne santé. Voilà, donc c'est possible. Donc moi j'aurais d'autres questions tout à l'heure, notamment sur les conseils, peut-être tu n'es pas diététicienne, mais non. Je pense que la naturopathie s'intéresse aussi à la diététique. C'est ça. C'est notre manière de nous alimenter. Nous allons y revenir tout à l'heure. On fera une page de pub et on retrouve Tanama et la maladie du sucre tout à l'heure, dans un petit moment.